SADC et EAC, deux organisations qui convergent, qui divergent sous la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Dialoguer avec Corneille Nangaa, est-ce une option à envisager aujourd'hui? Parce qu'on a appris que les évêques de la Sainte-Cour ont entamé une tournée pour réconcilier toutes les parties prenantes, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi. Corneille Nangaa est le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est une information qui est au conditionnel. Ça circule encore pour l'instant. Il n'y a pas de précision à ce sujet. Mais entre-temps, le gouvernement congolais a dressé le bilan d'environ 770 morts et 2800 blessés. Bilan également confirmé par l'Organisation des Nations Unies. 700 personnes, plus ou moins 700 personnes ont été tuées et blessées. 2800 blessés lors des combats autour de la ville de Goma, a donc déclaré Stéphane Dujarric, un des porte-parole de l'Organisation des Nations Unies. Le sommet de l'EAC recommande à la RDC de dialoguer directement avec le M23 pour apaiser la crise à Goma. Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame a accusé des responsables sud-africains, dont le président Cyril Ramaphosa, de déformer leurs récentes discussions sur le conflit dans l'Est de la RDC. Les sommets de l'EAC souhaitent pour sa part donc organiser en urgence un sommet conjoint avec la SADC, peut-être dans les tout prochains jours. Les dirigeants de la SADC réaffirment leur engagement pour la paix dans l'Est de la RDC. Il faudra noter que 16 soldats de la SAMI RDC ont perdu la vie lors de la récente offensive du M23 et du Rwanda autour de Goma. Mesdames et messieurs, on va se limiter là. On va se limiter là pour le décor qu'on a planté. On va alors aller dans les questionnements et des réflexions autour de ces deux thématiques du jour. Dialoguer avec Nangaa, est-ce une option envisageable aujourd'hui au regard du contexte? Deuxièmement, SADC et EAC, est-ce que ces deux organisations internationales convergent-elles sur la question de l'Est de la RDC ou divergent-elles? Merci de nous faire confiance. Trois invités sur ce plateau. Je commence par ordre d'arrivée comme d'habitude. Je commence avec Maître Éric Bisselot. Vous êtes analyste indépendant, on va le dire ça comme ça. C'est la première fois que je vous reçois également pour cette année 2025. Bonjour et je souhaite bon retour. On va dire ça comme ça, je suis indépendant. Je demeure indépendant, intellectuellement indépendant, libre et jalousement indépendant, mais pas neutre. Non, je suis neutre. Neutre indépendant. Non, je suis neutre et je suis critique, vertement critique, tant vers l'opposition que vers le pouvoir. Mais étant donné que le pouvoir a plus d'obligations, plus de devoirs, plus de redevabilité, il est normal qu'il ait plus à rendre. Donc, cela dit, la liberté, je peux me tromper, mais moi, je crois que j'ai ma conscience avec moi en toute sérénité. Et ma liberté, je suis vraiment jaloux de ma liberté. Je ne concède rien. Pas même à Christian Bossembe, pas même à notre ami Constant Moutamba, parce que c'est une nouvelle classe de jeunes, au lieu de promouvoir une impertinence intellectuelle, scientifique, et une impertinence de la liberté pour permettre à cette République qui est majoritairement jeune d'éclore avec ses erreurs, mais eux veulent pratiquer la censure, c'est-à-dire des pratiques d'un temps passé. Donc je suis jaloux parce que la censure, c'est m'empêcher de m'exprimer et de penser librement. Et ça, je ne peux pas concéder cela. Donc, étant donné qu'en plus, la Constitution nous a donné juridiquement ces prérogatives, on va les protéger sereinement. Mais en tout cas, c'est un plaisir de te retrouver, Dan, et puis Mike, et puis Maître Pinda. Et j'espère qu'on va passer un bon moment d'échange. Merci bien, Maître Éric Bisselot, qui est neutre et indépendant à la fois. Il l'a précisé, autrefois on vous connaissait comme étant opposant, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus opposant. Ça, donc la précision est donnée. Non, définition d'opposition. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale, l'opposition c'est contre le gouvernement. Extra-parlementaire. Oh là là. Ouais, mais oui, tu peux rajouter là-dessus. Je suis effectivement opposant des orientations prises par le gouvernement actuel.
D'accord. Bon, là, c'est plus. Il est. Évolue. Non, 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 ma neutralité, parce qu'au fait de ce que tu vas évoquer, nous ne sommes pas là de dire je suis une personne ici n'est neutre. On prend des positions en fonction de deux choses. Des intérêts pour lesquels nous croyons et pour le combat pour lequel nous le battons. Mais je me situe effectivement, mon camp se retrouve vers ceux qui sont opprimés, dans l'opposition. Alors, M. Mike Gardi Diana, journaliste et analyste des questions d'actualité, il revient également dans Grande Tribune. Merci beaucoup de prendre part à nouveau dans cette émission. Bienvenue sur nous. Merci bien, je crois que moi je suis déjà souhaité bonne année. Merci pour l'invitation, c'est l'invitation à Maître Eric et Maître Pinda et surtout à ceux qui nous suivent maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Mike Gardi Diana. Alors, Maître Richard Pinda, bienvenue également. Comment allez-vous? Vous, ce qu'on a vu sous les images dans la manifestation, comment ça va? Ben, moi ça va bien, mais seulement mes pourfendeurs qui veulent à tout prix me voir en prison, je me dis, mais ils se font sur quoi? Ils brandissent une vidéo de moi où ils disent venez à l'ambassade. C'est comme si quand j'invite quelqu'un, rejoins-moi chez Congo Buzz TV, c'est nécessairement pour venir prendre part à cette émission, pas du tout. Et j'ai une vidéo qui montre ce que vous allez faire. Je pense qu'on devait me féliciter. On devait me féliciter que de souhaiter de me voir en prison. Donc, ils perdent leur temps inutilement. Et je suis fier de m'être retrouvé dans la rue. Je suis fier d'avoir défendu une cause noble, une cause qui va au-delà de ma personne. Mais je condamne au moins les violences telles qu'on a vandalisé certains biens. Et prenons par exemple lorsque on vandalise les biens de hommes d'affaires. Vous savez que nous sommes dans une économie extravertie, c'est-à-dire que nous continuons de renforcer plutôt, j'allais dire, notre dépendance. Nous avons une économie qui vacille, qui est instable. Et donc je pense que le Congolais devait prendre une conscience à préserver ce que nous avons déjà. Quand il s'agit des marchés, nous marchons dans les normes. Et d'ailleurs, un autre élément, lorsqu'on a vandalisé ça et là, c'est le gouvernement qui revient, c'est l'argent du contribuable qui devra aussi financer à réparer les préjudices causés. Et donc, je pense bien que marcher, c'est un droit que nous avons exercé. Et revendiquer, c'est aussi un droit que nous avons exercé. Et donc, nous devons le faire dans les normes. Le faire dans les normes, on retient que vous condamnez ce qui s'est passé le mardi dernier, mais il y a une émission. Hein, je ne condamne pas les marches. Non, pas la marche, mais voilà. Les débordements, les actes de violence, les pillages, tout ça, vous condamnez. Mais une vidéo de l'émission de notre professeur de oui, mais si vous celle-là aussi a été... Non, mais suivez l'émission. Oui, on a coupé juste ce qui pouvait plaire. Ah, ouais. Lorsque vous suivez l'émission, la question qui est posée d'abord au conditionnel, et nous disons, si Goma a tombé, est-ce que quelqu'un peut nous dire avec certitude que Goma est tombé? Qui peut nous le dire? On nous dit une partie de Goma est occupée. C'est ce qu'on nous dit. Une partie de Goma est occupée par les FARDC, une autre partie est occupée par le M23. Ouais. Et donc, personne ne peut le dire avec certitude pour que nous puissions être l'élément déclencheur. Vous savez, le Congolais n'a pas besoin d'un élément déclencheur pour revendiquer son droit. Lorsque nos compatriotes meurent à l'est de la République, ça nous fait mal. Nous parlons de 20 millions de Congolais qui sont morts. Nous parlons de plus de 500 000 femmes qui sont violées. Nous parlons des enfants qui sont devenus aujourd'hui orphelins. Mais ils ne doivent pas entendre, même si je devrais l'avoir dit, j'aurais été fier de l'avoir dit, ok? Mais on ne peut pas, face à ces évidences-là, dire qu'il faut, et d'ailleurs, si on suit ce que nous avons dit lors de l'émission de votre concert, nous avons dit, si Goma tombé, il faut mettre à fait et à sang, ça j'exagère peut-être par exemple, les représentations diplomatiques de l'Occident. Mais le Rwanda, j'ai dit, j'exagère peut-être, mais j'ai dit le Rwanda, l'ambassade du Rwanda, l'ambassade du Burundi, du Kenya, plutôt de l'Ouganda et du Kenya, oui. Comment on en est arrivé à ça? Parce que ça n'arrive, ce n'est pas l'Occident. Et donc, vous conviendrez avec moi que la population congolaise s'est exprimée parce qu'il s'agit d'un droit
droit qui est reconnu d'ailleurs sur le plan international, parce que c'est le droit au peuple de pouvoir s'assumer. Tout à fait. Merci bien, Maître Richard Pinda, cadre UDPS. Mais il y a un élément que vous ne relevez pas, presque la presse, excusez-moi s'il vous plaît, de 30 secondes, il y a un élément dont la presse ne parle pas. Ok. On a saccagé les bureaux de Délice Sanga. Mais vous ne vous êtes pas posé la question de savoir. Délice Sanga, un ancien rebelle, allié au Rwanda, allié au RCD Goma, qui est la source de tout ce qui se passe ici. Ok? Comment il pouvait... Non, laissez-moi réfléchir. Je réfléchis, je n'accuse personne, mais je réfléchis. Comment, avec tous les bâtiments que nous avons sur l'étendue de la République démocratique du Congo, ou dans la ville de Kinshasa, ou dans la commune de La Gombe, lui n'est choisi que le même bâtiment où est abrité, où serait abrité l'ambassade du Rwanda. Là, vous vous questionnez. Je m'interroge et je trouve cela suspect. Et donc, ce n'est pas que... Vous vous trompez aussi. Non, mais écoutez, le lien qu'il avait avec le RCD Goma d'antan. Merci bien. Qui dit RCD Goma, excusez-moi, qui dit RCD Goma, c'est le Rwanda. D'accord. Et aujourd'hui, comment on peut expliquer qu'il n'ait choisi que ce bâtiment-là? Merci bien. On va donc avancer. Voilà, la thématique, la première est celle-ci. Dialoguer avec Corneille Nangaa, est-ce une option envisageable aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement? Surtout qu'il y a cette rumeur qui n'est pas du tout confirmée que les évêques catholiques seraient en train de mener cette médiation, voir tous les acteurs politiques et même ceux qui sont avec les Rwandais aujourd'hui pour essayer de trouver une solution à la crise. Maître Bisselo, je commence avec vous. Est-ce une option envisageable d'approcher Nangaa, de discuter avec lui par rapport à ce qui se passe actuellement? J'étais moi-même surpris, puisque j'aime l'actualité. J'ai suivi par les médias justement la conférence de presse organisée par l'AFC de Nangaa et le M23. J'étais surpris effectivement que lorsqu'on lui a posé la question d'une éventuelle rapproche, dialogue, discussion, qu'il ait renvoyé la balle au pouvoir, à la République, au gouvernement central. C'est-à-dire que pour eux, l'opportunité d'un dialogue, d'une discussion, ce n'est pas eux, c'est le pouvoir central, c'est Kinshasa. J'étais surpris parce que bien avant, quelques temps avant, ils disaient effectivement qu'ils étaient dans une logique guerrière de marche jusqu'à Kinshasa. Donc j'ai compris qu'il y a quand même une espèce, et à Kinshasa à plus forte raison, parce que selon leur description, Félix Tshisekedi, c'était le diable en personne. C'est lui qui n'avait pas gagné les élections, c'est lui qui n'aurait pas respecté les accords, c'est lui qui ne respecte pas la Constitution, les règles. Mais quelques minutes plus tard, il est dans une logique, c'est lui qui peut nous donner l'opportunité de discuter. Alors, il faut quand même réfléchir. Comment peut-on partir dans une logique de discussion avec un pouvoir que vous méprisez à ce point-là, avec des autorités que vous n'avez aucune considération? Est-ce que c'est pour à terme en respecter les conditions? Vous voyez, c'est ça qui m'a turlupiné, mais nous savons que la société civile, l'opposition dans sa majorité a besoin à solliciter, c'est pas solliciter en termes de rapprochement, a déjà fait part de sa position en disant qu'un dialogue national, pour ne pas dire une cohésion nationale, était primordial. Et c'est dans l'intérêt du pouvoir, c'est l'intérêt de Félix Tshisekedi de tendre la main. Vous parlez de cohésion nationale. Dans cette cohésion nationale, vous incluez également Nangaa ou vous le mettez... Non, avant tout, on parle d'abord de la cohésion nationale et ceux qui n'ont pas pris des armes. Parce que, au-delà du fait que ceux qui ont pris les armes contestent la légitimité du pouvoir, mais il y en a qui contestent également les modalités des pratiques de ce pouvoir et qui sont là, et qui sont en prison, qui sont en exil sans avoir pris les armes. C'est une nécessité aujourd'hui, cette cohésion nationale. Au moment où la nation est en péril, si vous n'en trouvez pas la nécessité, je ne trouve plus d'autres moments. C'est-à-dire que c'est la cohésion nationale qui est en péril. C'est le vivre ensemble qui est en péril. Quand vous parlez de cohésion nationale, à quoi faites-vous exactement allusion? Moi, je fais allusion à faire taire les querelles politiciennes pour essayer de préserver
ou bien de faire prévaloir des intérêts qui dépassent les intérêts particuliers. Parce que la politique, ce n'est que particulier. Et en cela, il faut attendre par le pouvoir qui est contesté, qui a des pratiques contestatoires. C'est le pouvoir contesté et par l'opposition politique qui est à Kinshasa, qui a pris part aux élections. D'autres en exil. D'autres en exil, qui contestent la légitimité du pouvoir ou la légalité du pouvoir. Là, en tout cas, la pratique, l'exercice du pouvoir. La manière dont le pouvoir est exercé. Et en cela... À la base, le pouvoir est légal, mais c'est l'exercice qui... Je ne sais pas si... Ce n'est pas moi qui en ai la prétention de dire ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Non, au regard de ce qu'avait déclaré la Constitution de la Cour constitutionnelle, ce sont les décisions de la Cour constitutionnelle qui s'imposent à tous. Et la décision de la Cour constitutionnelle avait validé la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi. Que vous reconnaissez? Je dis... les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous. Reconnaître ou pas, ça s'impose et là. La question ne se pose même pas. D'accord. Quand ça s'impose en plus, ne pas reconnaître ou bien contester une décision de la Cour constitutionnelle, c'est aller soi-même vers une contestation de ce que dit la Constitution de la République. Qu'est-ce qu'on retient? On retient en définitive que... c'est envisageable cette négociation? Non, mais avec je vous ai dit moi-même que j'étais surpris, puisque apparemment il ouvre la porte. La question qui se pose, c'est aux côtés des autres acteurs, parce que ça ne se passera pas seulement entre ceux qui sont au pouvoir et Nanga. Ça serait une erreur. Mais moi, je pense que ceux qui sont au pouvoir ont besoin de retrouver des ressources. Et ces ressources, ils les retrouvent avec une forme de cohésion, là où il peut y avoir discussion. J'ai entendu certains qui ont parlé des pères catholiques. Même Nanga l'a évoqué d'ailleurs. Je crois que à chaque instant où la coexistence est en péril, ils ont toujours joué un rôle pour rabibocher. Et je crois qu'à un moment, il faudrait arrêter de penser que parler avec les acteurs majeurs qui sont de l'opposition, c'est discuter des postes. Il faut arrêter de penser qu'il s'agit ici de discuter de combien de ministères. Non, il ne s'agit même pas, je pense même pas de gouvernement, combien de ministères il y a, mais de dire, voilà les objectifs actuellement de ce que doit être notre nation. Si vous, en tant que chef d'État, vous allez parler au nom de cette République non armée, ayez au moins ces objectifs en vue. Merci bien, Maître Eric Bisselo. Alors, je donne la parole cette fois-ci à M. Mike Gardidiana, qui va également répondre à la même question. Est-ce envisageable aujourd'hui de se retrouver autour d'une même table avec Corneille Nangaa aujourd'hui sur cette question? Quel est votre avis par rapport à ça? Moi, je me poserais la question de savoir quelle serait l'opportunité de se retrouver aujourd'hui autour d'une table avec Corneille Nangaa, de lors que, avant même que la situation n'épourrisse, Kinshasa avait décidé de changer d'orientation, de dire plus jamais négocier avec le force rebelle. Et négocier avec Nangaa en cet instant ici, pour moi, reviendra à établir une responsabilité sur les autorités dans la mesure où pourquoi l'avoir refusé jusqu'à attendre autant de morts pour pouvoir discuter. Troisièmement, je pense que discuter aujourd'hui, on serait en position de faiblesse, et pour moi, ça serait retourner dans le démon du passé. Il ne faut pas oublier. Les démons du passé qui ne nous ont pas aidés à sortir de l'auberge. Non, mais qui nous ont maintenus, qui nous ont gardés dans les statu quo. C'est quoi? Est-ce que vous arrivez à un moment donné, quand les équilibres politiques changent, on réactive le mouvement rebelle, particulièrement la M23, dans ses ramifications, CNDP, tout ce que vous connaissez, et finalement pour continuer à exiger, à mettre l'État congolais à genoux. C'est ça le problème. Si aujourd'hui le mairie de Kinshasa, qui a fait évoluer cette guerre, notamment sur l'espace international, c'est parce que Kinshasa s'est dit on ne peut pas espérer bâtir une paix durable en comptant sur des dynamiques externes et sur des accords avec des mouvements rebelles. Des mouvements rebelles qui plus est, qui quand il arrive le moment de pouvoir passer à autre dynamique, vous exigent les conditions par exemple de se cantonner, de rester homogène. Ça veut dire qu'une sorte d'épée de Damoclès qui peut s'activer à n'importe quel moment, ça c'est pas une logique. En fait, on aurait fait tout ça pour rien. Moi je pense, je reste pas fermé sur l'option de dialoguer, mais pas avec le M23. Puisque aujourd'hui, pour des raisons de cohérence, on s'est déjà rendu compte que derrière le M23,
c'est une dynamique du Rwanda. Moi, je comprends la question que Maître Eric s'est posée au départ. Nanga dit, ma marche, c'est jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir, mais à un moment donné, on veut dialoguer. C'est parce que, je l'ai dit toujours, Nanga n'était qu'une marionnette pour congoliser une dynamique externe. Déjà, la compréhension de ce mouvement n'est pas la même. Quand vous suivez l'Union africaine, Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, qui qualifie le M23 comme une opposition politico-militaire et qui demande à ce qu'on puisse discuter avec, le gouvernement puisse discuter avec. Déjà, la compréhension de ce mouvement porte à confusion au niveau international. Mais en fait, c'est justement parce que depuis toujours, c'est la même recette qu'on nous a vendue. C'était ça le prisme occidental sur cette question et sur la nature de ce mouvement M23. Oui. Depuis toujours, on nous a dit que c'était un mouvement politico-militaire qui viendrait pour contester le pouvoir à gauche, à droite. Mais on s'est rendu compte finalement que même pour avoir Goma, il a fallu que les forces spéciales rwandaises arrivent. Regardez, essayons de recouper les événements. Quand à chaque fois vous retrouvez autour d'une discussion, même la MONUSCO, la plus grande force au monde, en termes d'éléments et arsenal censés l'être, vous font croire que le M23 a un arsenal et un effectif supérieur même à la MONUSCO. En fait, ce genre de discours anxiogène est fait pour vous ramener à un état second où vous êtes obligé d'accepter votre sort et discuter. Depuis toujours la logique, je vais faire simple. Là, c'est la MONUSCO. Je vais faire simple, Dan. On doit arrêter de... C'est l'ONU, pas la MONUSCO. Pas l'ONU. La MONUSCO n'est qu'une force. On parle de l'ONU. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, oui. Justement, qui est... Dan, on va faire simple. Il faudra qu'on arrête de poser la question sur le regard des autres sur ces mouvements. Parce qu'il s'agit ici, je vous ai dit, d'une dynamique déjà construite. Quand vous parle du narratif, pas simplement rwandais, le narratif international sur la question de la guerre de l'Est, c'est ça la logique. Et pourquoi cette logique? Parce que ces gens-là maîtrisent un peu la culture politique de chez nous. Ils savent que le Congolais, même après élection, il y aura forcément quelqu'un qui sortira du carcan, quelqu'un qui remettra en question des institutions. C'est-à-dire il est presque impossible d'avoir une certaine cohérence sur les éléments essentiels. Et ils surfent sur la plupart de nos différences, que moi j'appelle nos imbécilités, pour pouvoir imposer une dynamique. Comment vous allez expliquer qu'un mouvement politico-militaire qui sort de quelqu'un qui a été président de la CENI, qui à la base, c'est lui qui est au pouvoir, il a participé. C'est lui qui a organisé les élections pour qu'il soit là, pour qu'en fin de compte, il se mette en exergue pour dire non, il n'a pas gagné. Bon, il n'a pas gagné comment? Explique-nous. En fait, un opposant qui naît de faim, le troisième larron, comme on a l'habitude de le dire, et arrive pour que toute une communauté internationale lui donne de l'importance. Et donc cette sorte de médiation dont on a entendu parler de la CENCO, qui pourrait recueillir les cahiers des charges de toute la classe politique et même de Corneille Nangaa et son mouvement, ça n'est pas le bienvenu. Pour une première fois, je vais peut-être, si cela s'avère être vrai, pour une première fois, je me dirais, l'Église catholique nous montre un visage... En fait, on pouvait soupçonner depuis toujours, parce que j'ai toujours dit que l'Église catholique fonctionne comme un État à part entière, et qui est un État aujourd'hui avec beaucoup de ramifications et beaucoup d'alliances avec l'Occident. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église accepterait des manières apparentes de jouer un rôle politique publiquement? Je ne sais pas. Si jamais ça s'avère être vrai, ça serait la logique. Et c'est justement le déferlement des interventions qui me prouve à suffisance qu'on est en face de l'histoire et on joue notre survie. J'ai comme l'impression que ce qu'on a toujours redouté, ce que les gens ont toujours dénoncé, finalement le concours de l'histoire veut qu'aujourd'hui, si jamais on parlerait d'un plan de balkaniser le Congo, cela devrait arriver maintenant. Et cela me renforce mon sentiment pour dire qu'aujourd'hui, tout a été presque préparé pour nous mettre à genoux, et maintenant on est en face de l'histoire. Est-ce que vous trouverez cohérent que quand on parle des questions de survie, que les politiques, pour raison de cohésion, pour pouvoir discuter, pour pouvoir mobiliser tout, parce que, réfléchissons, Dan, Martin Fayulu n'a jamais fait de l'opposition militaire. Quand on ira autour du dialogue, ça sera pour des dynamiques politiques, particulièrement participer parce que c'est un leader d'opinion, il peut donner un peu d'intelligence, mais surtout plus mobiliser, fédérer le Congolais sur cette défense. On a une jurisprudence, on a défendu ces pays sans armes, face aux Rwandais, rien que par un appel avec M. Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, pour en arriver là, on a forcément besoin d'un appel au dialogue? C'est là où je ne comprends pas, et c'est là où je me dis, finalement, les autres nous ont mieux étudiés, on nous a compris. Et que finalement, on est des gens, même quand pour des questions de survie, on a tendance à vouloir imposer une facture. C'est vrai, Maître Bissé nous dit qu'on ne viendra pas pour de postes,
C'est vrai, ça peut... Mais il sait que c'est faux. Non, en fait, vous allez brutalement. Moi, je voulais aller tout doucement, avant d'arriver à la conclusion que ça peut être faux. Parce que, rien que par les discours, lisez les communiqués. J'ai vu Martin Fayulu, quand j'ai lisé ses communiqués, je me disais, ah, enfin, le politique congolais trouve en moi un point commun, un point central. Mais arrivé à la chute, c'est là où j'ai compris que ça casse. Delis et Sanga, le même problème. En fait, l'idée de faire croire aux gens que la responsabilité de cette question de la guerre de l'Est est une question limitée à un pouvoir, mais prouve à suffisance que sur l'approche historiciste, le politique congolais n'ont pas la connaissance de leur État. Est-ce que sur cette question-là, on devrait en discuter comme ça? C'est là où moi je trouve qu'il y a un problème. Donc en gros, arrêtons de discuter sur ce que les autres voient de notre situation. Oui. Aujourd'hui, on est dans un contexte où le monde entier veut nous voir autour d'une table. Avec Orninanga. Le monde entier veut nous voir continuer avec la dynamique, c'est-à-dire le bon chien d'autrefois. Merci bien. Arriver là-bas, négocier, faites des concessions, laissez-nous continuer à profiter de la sorte, de ce dont on a besoin. Et malheureusement, aujourd'hui, la particularité, le Congo ne veut pas. Le Congo dit, si le problème, si c'est un problème d'intérêt, on est un État souverain. Merci bien. Revenez discuter. On trouvera un autre compromis que de passer par les mêmes voies. On en a marre. Merci bien. Monsieur Mike Gardidiana, on en a marre. Revenir sur les mêmes dynamiques du passé, ça n'est de trop. Alors, Maître Richard Pinda, votre avis aussi, hein, par rapport à cette question, dialoguer avec Orninanga, ce n'est pas une option à envisager dans le contexte actuel, quelle que soit la conséquence. Il a été doux, je vais être brutal. Pour équilibrer un peu le débat, il faut répartir les choses telles quelles. Moi, je dirais d'emblée, ça serait une bourde de notre part. Une bourde? Une très grosse bourde de notre part. Pourquoi? Parce que nous avons connu beaucoup de dialogues dans ces pays et ça ne nous a pas aidé à avancer. Et c'est la conséquence même de ce que nous connaissons aujourd'hui comme infiltration et par le mixage et brassage. C'est-à-dire la conséquence de ce qui est poursuivi par... je dirais les parrains de Corneille Nangaa, c'est de perpétrer sa stratégie à maintenir la République démocratique du Congo dans une instabilité continue. J'aurais souhaité que l'Église catholique nous donne les garanties pour dire que si sa démarche, si elle était réellement vraie, si à l'issue de ce dialogue-là, et que la répartition des responsabilités était faite, et que par de suite, le Rwanda, plutôt Nangaa et consort, retrouvait gain de cause parce qu'il va peut-être vouloir récupérer ses biens, il va vouloir soit, par exemple, qu'on annule la peine qui pèse sur lui, et que quelques années plus tard, nous n'allons plus connaître des situations d'instabilité à l'est de la République. Là, je dirais, ok, allons-y. Et que si on en venait au changement pas de stratégie, mais des animateurs de notre mouvement politico-militaire, qu'à ce moment-là, l'Église catholique assume les conséquences d'être à la base de ce qui arriverait. Parce que c'est la démarche de trouver la solution. Non, non, mais la solution n'est pas celle-là. C'est une solution qui a échoué. Rappelez-vous qu'en 1997, à la tête de la conférence nationale souveraine, on avait un catholique, un prélat, en la personne de Mosengo. Oui. Quel a été son apport face à ceux qui arrivaient? Ils ont créé une troisième voie pour déstabiliser la République. Oui, troisième voie, exactement. Ils ont créé une troisième voie avec Kengo, avec le HCR, le Haut Commissariat de transition, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont à la base de cette situation-là. Et aujourd'hui, pendant que tout le monde attendait que l'Église catholique, particulièrement à Mbongo, condamne l'agression rwandaise, parce que le vrai problème, ce n'est pas Nangaa. Le vrai problème, ce n'est pas le M23. Le vrai problème, c'est le Rwanda. Que poursuivre le Rwanda? Quel sera le cahier des charges du Rwanda aujourd'hui, de Nangaa et du M23? Mais ce sont les déshydratats du Rwanda.
Quels sont les déshydratats du Rwanda? C'est le couloir politique, le couloir économique et le couloir militaire. Alors, Kagame, qui a pris part au sommet de l'EAC, dit que si nous sommes arrivés au stade où nous sommes, c'est à cause de Kinshasa qui s'est obstiné à résoudre ce problème militairement. Mais 700 morts, c'est quoi le problème? 2800. Si nous en sommes arrivés à ce stade-là, lui qui, président de la République du Rwanda, il prétend que c'est un problème qui concerne la République démocratique du Congo, et comme c'est un problème qui concerne la République, disons, le gouvernement de la République démocratique du Congo avec le M23 ou avec Nanga, qui sont tous de Congolais. Et donc, s'il devait en être ainsi, est-ce qu'il faille nécessairement qu'intervienne le Rwanda? Ou que les intérêts du Rwanda, c'est de voir la République démocratique du Congo rester dans cette situation d'instabilité? Parce que la position que prend Kagame ne se justifie pas. Aujourd'hui, la solution, c'est se battre, continuer de se battre. Moi, je crois que la solution du dialogue est déjà réglée. C'est-à-dire que s'ils veulent le régler, nous avons Nairobi et Luanda. C'est clair. Et nous devons aussi continuer à faire la guerre, comme nous la faisons présentement. C'est-à-dire que les deux options militaires et diplomatiques doivent être maintenues. Les deux options militaires et diplomatiques. Et j'insiste sur un fait. Que l'Église catholique nous rassure que la démarche qu'elle porterait aujourd'hui, ou qu'elle serait en train de porter, j'en parle au conditionnel parce que rien n'est encore sûr, pourrait nous garantir une paix définitive. Parce qu'on ne peut pas prétendre, comme il a dit tout à l'heure, la question de... Parce que j'étais même confus à un moment donné, parce que je ne savais même plus de quoi il parlait. Il dit soit c'est l'exercice du pouvoir qui pose problème, soit on conteste l'exercice du pouvoir. Mais il y a également d'autres groupes armés, d'autres... Non, je sais où je vais en venir. Oui. On conteste soit l'exercice du pouvoir, soit on conteste la légitimité du pouvoir. J'étais complètement perdu, ok? J'en viens pour dire que la démarche telle qu'entreprise, je voudrais insister. Vous dites qu'il y a d'autres groupes armés, vous disiez déjà. Je dis non, il y a d'autres groupes armés en dehors de l'agression rwandaise. Il y a des groupes armés aussi la question dans cette région. La question de groupes armés a un cadre. Nairobi. Pourquoi doit-on traiter l'AFC? Donc le gouvernement est prêt à discuter avec Nanga et ses ouailles, mais à Nairobi. C'est ce qui est clair. Je crois bien que vous l'aviez tout à l'heure dit, le dialogue entre l'EAC et la SADC peut aussi éclaircir certaines choses. Merci bien. Maître Biselo, Eric, en 2 minutes, ce sera quoi la solution par rapport à cette crise? Solution durable. L'exercice du pouvoir, un cas concret, c'est lorsque Maître Pinda commence à qualifier, sans se cacher, Delis Esanga de rébellion qui œuvrerait encore en proxy du Rwanda. Mais c'est vrai que Delis Esanga, au cours d'une période de sa vie, a été également dans les mouvements rebelles. D'accord. C'est ça qui justifiait qu'il soit proxy de Rwanda. Non, ça c'est juste... Je ne vois pas trop le parallèle. C'est-à-dire que Delis Esanga a été victime des amis de Maître Pinda. Non seulement ils sont venus saccager ses bureaux, parce qu'il a tout à fait le droit comme un Congolais d'avoir ses bureaux là où il estime que c'est important, comme beaucoup d'autres personnes qui sont dans cet immeuble. Mais Maître Pinda, au lieu de... au lieu de condamner les actes de ses amis contre des citoyens congolais, des acteurs politiques importants, mais non, il légitime cela en disant que Delis Esanga était un rebelle. Donc c'est un proxy du Rwanda parce qu'il conteste. Et là, ça va, ça passe. Mais lorsque quelqu'un qui est de l'opposition, il viendrait faire des gymnastiques analogues contre les amis des maîtres Pinda, vous allez voir la nerf l'entendre aux portes de votre studio. C'est ça l'exercice du pouvoir. La légitimité vient de ce que Nanga a dit, par exemple. Il n'a pas gagné les élections. On a menti le peuple congolais. Donc la légitimité se tire sur source où? De la légalité. Ah bon? Oui, Maître Pinda, c'est les premières années de droit qu'on nous apprend ça. Si vous n'avez pas la légalité de votre côté, vous n'avez pas la volonté populaire de votre côté, c'est-à-dire la voix du peuple, vous n'êtes pas légitime, c'est aussi simple que ça. La légitimité est contestée, c'est ce que dit Nanga. Nous, on dit, moi ce que je dis, c'est l'exercice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter les gens parce qu'ils pensent
parce qu'ils disent des choses qui ne vous plaisent pas. Et de notre côté, vous pouvez vous permettre d'accuser tout le monde d'être des terroristes, des Rwandais, sans que vous ayez à subir les contre-coups. Vous ne pouvez pas ériger des milices. Mais ça, c'est un problème interne. Nous sommes, c'est l'exercice du pouvoir. Parce que lui, il n'a pas compris, je l'aide. L'exercice du pouvoir. C'est ça qui nous paraît crucial. C'est-à-dire qu'il faut un climat serein et apaisé. Et ces climats-là, ceux qui peuvent l'apporter, ce sont ceux qui exercent le pouvoir. Et je vous rappelle qu'il y a leurs alliés qui sont aujourd'hui en exil. Pourquoi? Parce qu'ils sont en exil. Pourquoi ils sont partis en exil si tout va bien? Si la légalité est là, si l'état de droit est là? On a un problème là-dessus. On ne peut pas dire parce que je suis au pouvoir que je peux me passer des principes régissant l'état de droit et l'état de la cohésion nationale. Et j'affirme effectivement, Maître Pinda peut ne pas me croire, mais peut pas... Pinda, oh là là, arrêtez de massacrer mon nom, oh. Le confrère en face, je vous appellerai le confrère en face. Bien. Le confrère en face, désormais, il peut, bien sûr, penser ce qu'il veut, il ne peut pas me traiter de menteur. Il n'est pas responsable de ce que je pense ou je ne pense pas. Cela dit, je reste convaincu que l'État, aujourd'hui, est en un moment de faiblesse. Faiblesse parce qu'il est contesté en son sein par des acteurs non négligeables. Mais M. Mike Gardidiana s'est posé la question sur la question de ce dialogue tant réclamé par Martin Fayulu d'une part et d'autres opposants d'autre part. En quoi cela pourrait être une solution aujourd'hui vu le contexte? Sinon, finir autour d'une table et partager le gâteau qui est le pouvoir. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est que ces pratiques-là, c'est-à-dire que j'étais même l'un des premiers à dire en 2016 que ce n'est pas supportable que lorsqu'on arrive à une échéance électorale, quelques acteurs politiques s'asseyent autour d'une table et se décident de s'accorder 2 ans en se partageant les postes. C'est des violations des principes constitutionnels. C'est des violations de ce que pense le peuple congolais veut. Et c'est les mêmes pratiques qui continuent. Effectivement, Mike, il a tout à fait raison de réfléchir en disant effectivement que ce que les autres attendent de nous. Mais ce que nous attendions de nous-mêmes, ça aurait pu se manifester lors de le changement, lorsque le pouvoir du pouvoir, ça s'est amorcé. C'est là que le changement aurait pu se faire. Mais comment accuser les autres de nous voir venir, puisque nous pratiquons les mêmes erreurs qui nous est posées dans le passé, qu'aujourd'hui on réitère, on répète, pour aller dans les mêmes pièges. Mais nous sommes incapables de nous délier même de cet esclavagisme intellectuel. Oui, on sait très bien à quel point vous êtes une personne avare. On vous donne le pouvoir parce que vous savez, on sait que vous êtes en incapacité de l'exercer pour l'intérêt commun et que votre groupe, votre ethnie, votre tribu, vos amis vont essayer de nous établir un nouvel État où la pensée serait la pensée autocratique, la pensée du mouvement populaire de la Révolution, où ils vont dire, voilà, nous sommes une monarchie constitutionnelle parce que nous sommes aujourd'hui une tribu majoritaire qui exerce le pouvoir. Ça, c'est les pensées de mon ami qui est confrère là-dessus. Restons dans le cadre de Non, on est dans le cadre de l'exercice. Parce que c'est un politicien. C'est eux qui se sont retrouvés en catimini pour essayer d'échanger, de trafiquer la volonté populaire, la volonté des Congolais. Donc, en cela, il faut dire, moi, quand je demande à ce que l'exercice, réfléchissons. Je pense qu'il appartient au chef de l'État de se montrer un bon père de famille, un bon père de la nation, de rassembler autour de lui toutes les forces, comme il a fait en 2019 lorsqu'il a rompu son alliance avec le FCC. Nanga y compris, non? Non, je ne parle pas de Nanga. Toute la classe politique. Moi, je ne parle pas de Nanga, parce que la question de Nanga n'est pas aussi simple que cela. Je suis fermement opposé contre le Rwanda, à 200%, 2000%. Et Nanga sans le Rwanda ne pèse rien. Mais cela dit, Nanga est dans une situation où, malheureusement, on ne peut pas y adhérer comme ça, les yeux fermés. Parce qu'on nous parle de 1-23, on nous parle de Nanga, on nous parle de Rwanda, chacun a son agenda. Et ça, nous l'avons déjà lu dans le passé, nous a amené 30 ans de guerre. Et il faut être un peu ignorant ou bien dire, j'ai ma haine contre Fachi est suffisamment grand pour accepter que cette nation soit détruite par n'importe qui arriverait pour dire tout sauf Fachi. Et ça, c'est de la bêtise intellectuelle et politique. Et c'est pour cela que je dis que se retrouver, ça ne veut pas dire changer même un gouvernement. Non, ça veut dire que nous sommes d'accord sur un certain nombre de principes que
lorsque nous allons vous attester que les ennemis vont être boutés dehors, d'une manière ou d'une autre, et que la paix va être amenée, c'est pas que vous prenez de nouveau votre tribu pour que vous le mettiez au pouvoir. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas je donne le principe, je n'ai pas dit c'est ça qui se fait. Vous dites de nouveau, c'est-à-dire que c'est une chose qui a déjà eu lieu. Écoutez, je mets dans la bouche de mon imagination des paroles. Dans mon imagination peut se divaguer. Hein? Très bien, merci. Voilà. C'est que d'autres acteurs politiques le pensent fortement, hautement le disent. C'est ça qu'il faut le reprendre pour mettre dans leur bouche, parce que c'est ça qui se replace. En quelques minutes simplement. Donc, souhaiter le chaos. Moi, même ceux qui souhaitent la démission de Félix, je crois que c'est une erreur, parce que ça va créer une instabilité au sommet de l'État. Donc il ne faut pas essayer de trouver de solutions qui ne sont pas une à véritablement. D'accord. Donc il faut renforcer les institutions de la République. Comment les renforcer? Sans créant une légitimité et une confiance. Par le dialogue. Par le dialogue. Notamment. Et après, on peut se concentrer vers ceux qui ont pris des armes pour voir ensemble. Et c'est là que la parole sera plus forte. Je vous ai donné juste quelques minutes pour que vous puissiez réfléchir sur un cadre probable de solution avant qu'on prenne la deuxième thématique qui est aussi importante. Je donne la parole à M. Mike Gardidiana, lui qui a insisté qu'aujourd'hui, nous devons privilégier l'option militaire parce que les autres options ont échoué au regard du passé. Maintenant, en quoi ou comment l'option militaire aujourd'hui peut être envisageable, étant donné que ça fait plus de 2 ans même, plus de 3 ans, que nous sommes dans la même option militaire, mais apparemment, c'est le statu quo où on a l'impression que ça n'avance pas. Comment l'option militaire peut-elle être une option à privilégier pendant que nous y sommes déjà et que ça, apparemment ça ne bouge pas? Je me pose beaucoup de questions quand vous me dites on a toujours été dans l'option militaire. Je me pose, c'était quand? Non, depuis la résolution de cette... non, on n'y est pas. De cette agression... Jusque-là, on est dans la résistance. On n'est pas dans l'option militaire. En fait, même quand le chef de l'État prend sa parole pour s'adresser à la nation, on vous dit qu'il y aura une riposte. Restons dans la sémantique, c'est réagir à une action. J'ai toujours dit, et je ne sais jamais de le répéter, depuis le début de cette crise, Kinshasa a focalisé ses efforts sur les dynamiques sous-régionales. On est resté, c'est-à-dire... Pendant que nous perdons les populations. Non mais juste, regardez. 700 morts, c'est pas... 700 morts. C'est pas rien. Oh, Dan, s'il vous plaît. Non, officiellement. Non, s'il vous plaît. Sur Goma. Les morts sur la question de la guerre de l'Est ne se résument pas en 700. Non, autour de Goma. Je parle des récents événements. Des récents bilans. Quand on parle de morts, sois pas ségrégationniste. Il n'y a pas de Goma. Goma n'est pas une plus grande ville ou plus belle ville que les autres. Chaque vie des Congolais compte. Faut pas aller dans cette dynamique-là. Regardez, Dan. Je veux revenir à votre question, mais permets-moi de remonter un peu avant d'échuter par ça. Vous savez, en écoutant la question, par exemple, vous qui évoquez la question du dialoguer avec les politiques maintenant. Vous savez, quand je vous ai parlé de la facture, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on est devenu tolérant au fait que quand il y a des problèmes de gouvernance, on peut le résoudre par les armes, par la mort de Congolais. C'est inconcevable. Prenons les cas, on dit le prêtre veut à ce qu'on trouve une solution. Quelle est la solution? Félix Tshisekedi, admettons, commet des erreurs dans les questions de gouvernance. Et vous pensez qu'il est logique que quelqu'un arrive là-bas, tue, non, je prends parti, 700 Congolais pour venir corriger les erreurs de gouvernance? Oh, non. Ça tient de quelle logique? En fait, c'est ça la facture. On se dira, écoutez, en fait, on a fait de cette situation de la guerre, j'ai envie de dire, un fait des revendications politiques. Pendant que la République s'embrase, on dit, écoute, on est prêt à donner de notre roi, mais après, il faudra qu'on trouve un deal. De la même manière que les autres se préparent pour tirer profit de la situation, en interne, on est dans la même logique. Les politiques veulent dealer pendant qu'on est dans un combat de survie. Ça tient d'aucune logique. De survie nationale. On est dans un contexte où notre destin en tant qu'État se joue maintenant. Notre identité. C'est là où moi je me pose la question. Vous savez, si on me dit il faudra qu'on dialogue avec les opposants politiques parce que sous prétexte qu'on rentre en arrière, il y a eu un problème d'élection et autres. Donc aujourd'hui, si Félix Tshisekedi accepte de trouver un compromis avec les opposants sur cette question, on dit on va même dans un gouvernement d'union nationale, Nanga va se retirer. Non, dites-nous. Non, attendez, allons doucement. Laissez-les y aller. Est-ce que Nanga va arrêter les armes parce qu'on a trouvé une cohésion nationale en interne et que cette dynamique va changer? Le M23 va disparaître. Non, là, c'est une interprétation. Justement, je voulais arriver. Non, en fait, on est dans l'analyse.
de comment l'opportunisme qu'il y a autour de cette situation. Vouloir exiger un dialogue avec les politiques maintenant, sous prétexte qu'on veut résoudre le problème de la guerre, revient justement à être mercantile et être tancrède sur les questions de cette situation pour imposer au gouvernement un quelconque dialogue pour occuper un poste ou partager le pouvoir. Pour revenir sur les questions des élections, c'est mal comprendre les enjeux de la République. Mais quel devait être le comportement des opposants en ce moment même? Je vous réponds. Le comportement des Sud-Africains. Ben voilà. Regardez juste des escalades verbales entre le président sud-africain et le Rwandais. Regardez la leçon de la solidarité qu'il nous donne. Et puis, c'est lui qui monte au créneau. C'est le pire opposant. Julius Mayema, qui dit, quand vous touchez, ce n'est pas l'individu, c'est l'institution et c'est la nation sud-africaine que vous manquez du respect. Juste parce qu'il s'est posé la question rhétorique qu'on s'est posée ici. Si le Rwanda pense que c'est un problème congolais, qu'est-ce que le Rwanda vient faire en tant qu'intermédiaire au milieu? La question, une autre question, d'histoire. Le Rwanda a toujours prétexté le FDLR comme la Libye pour une quelconque menace sur son intégrité territoriale. Ok. 10 000 hommes des forces spéciales rwandaises ont aidé à atteindre Goma sur leur passage. Combien de FDLR ont-ils traqué? Donc, aujourd'hui... Dan, je chute maintenant par votre question. L'option militaire, depuis toujours, la RDC, par son histoire, n'a jamais été un État belliqueux. Et vous verrez qu'aujourd'hui, il suffit de regarder dans le contexte. Vous savez, quand vous regardez la guerre de l'Ukraine, russo-ukrainienne, vous savez voir quelle est l'orientation. Aujourd'hui, l'archétype du combat congolais est devenu la ministre des Affaires étrangères. C'est pour vous dire le symbole que la RDC jusqu'à aujourd'hui, quand la situation est arrivée, est allée vers la plus grande instance des résolutions de conflits au monde. Les Nations Unies pour dire, voilà la situation, vous devrez faire quelque chose. Merci bien. Ça prouve à suffisance aujourd'hui. Si on va aller dans l'option militaire, ça sera parce qu'on aurait épuisé les voies de recours sur les approches diplomatiques et que finalement, il faudra arriver à le faire. Et moi, je le dis, je ne cesse de le dire. Pour que ce monde-là nous respecte, il faut faire la guerre. Si les gens pensent que faire la guerre se résume à arriver des opérations à Goma, je ne parle pas de ça. Merci. La guerre, c'est... Commençons par aller juste... Vous savez, il suffit de rendre l'aéroport de Kigali et même de Kisenyi aveugle pendant 2 mois. L'économie du Rwanda sera par terre. Merci bien, M. Magardidiana. Et j'y réfléchirons par 2 fois avant de continuer cette dynamique-là à soutenir le M23. On retient de vous que jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que cette partie est en insécurité, la RDC n'a jamais mené une guerre au vrai sens du terme. La RDC est dans une guerre de résistance. De résistance. L'offensive, jusque-là, on n'est pas encore. On n'est pas encore... D'accord. Maître Richard Binda, vous êtes aussi du même avis que la solution passera uniquement par cette option militaire, option de guerre. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là qui ont perdu les proches, les déplacés internes, les 7 millions-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Mais il faut venger des Congolais, ça c'est une évidence. Nous y arriverons certainement parce qu'aujourd'hui la responsabilité de pouvoir d'abord recouvrer l'intégrité du territoire de notre pays est confiée au FARDC. Je voulais répondre au confrère, mais je me rends compte que lui-même a répondu à ce qu'il disait. L'opinion retiendra qu'il a dit qu'il donnait parole à son imaginaire. Et étant donné qu'il est dans son imaginaire, je le laisse s'engouffrer. Parce qu'il n'a développé que son extase, l'extase et son imaginaire pour éventuellement mettre en exergue l'ensemble de tout ce qu'il a ressorti tout à l'heure ici, qui dans un gouffre dans lequel je ne voudrais pas le suivre de peur que je me perde, comme lui-même il est dans la perdition. Et donc ici... Ouais, c'est pas moi, c'est lui. Allez-y. Alors, et donc, c'est comme vous l'aviez dit tout à l'heure ici, la question elle est claire. Aller vers Nanga, ça ne nous garantit pas une suite paisible. Parce que si aujourd'hui nous avons fini l'option Nanga, l'option Danzenga, l'option Pinda Richard, il suffit seulement que le Rwanda trouve un interlocuteur valable qui pourrait porter sa cause. Qui pouvait imaginer un seul instant que Bob Kabamba serait un Rwandais, belge, rwandais
et Congolais. Ce que vous dites n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas Congo. Ça n'engage que moi. En tout cas. Non, 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 ça n'engage que moi. Si vous n'avez pas suivi France 24, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous n'avez pas suivi, mais laissez-moi, vous avez dit que ça n'engageait que moi. Laissez-moi développer ma pensée. Oui. Bob Kabambala dit de manière claire que nous avons une cause à défendre. Laquelle cause rwandaise, Tutsi. Ce n'est pas moi. C'est lui-même qui l'a dit sur France 24. Et donc, je n'impute rien à Congo Buzz, non plus que je ne serai pas en train de raconter des choses qui n'ont aucun fondement. Ce sont ses propos et qu'il avait pris position. Allez-y comprendre que lorsque nous levons l'option, et je l'ai toujours dit, je reviens, je fais une incise parce que ça a été tout à l'heure évoqué tel quel, lorsque le Sénat congolais recourt, la question est celle de savoir qui était à la tête du Sénat congolais pendant la période 1+4. Cette personne-là, posez-vous aussi la question de savoir de ses origines, comment c'est arrivé à travers la conférence nationale, et plutôt c'était quoi Sainte-City, le dialogue intercongolais. Et lorsqu'on dit dialogue intercongolais, pourquoi a-t-on dit, nous ne nous sommes pas contentés seulement de dire dialogue intercongolais, nous avons dit accord global et inclusif. Qui avons-nous inclus à ces dialogues-là? Qui avons-nous porté de manière à satisfaire dans la globalité de ce qui concernait les Congolais? Au-delà de ça, je disais, le Sénat congolais recourt au ministère des Affaires étrangères belge. Les ministères des Affaires étrangères belges trouvent un citoyen belge répondant au nom de Kabamba, et ces derniers initient, je dis bien un citoyen belge, parce que la nationalité congolaise demeure une et exclusive. Et donc, Kabamba vous fait une proposition de constitution. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaye de vouloir quelque chose qui revient ou qui serait à l'initiative des Congolais, on veut en faire un problème. Et donc, je disais qu'en face de nous, nous connaissons qui est la personne à la base de l'instabilité à l'est de la République. C'est Kagame. Ça n'a rien à voir avec la population rwandaise, parce que c'est Kagame qui est l'instigateur. Et comme je l'ai toujours dit, si aujourd'hui on en finit parce qu'on va faire plaisir à Nanga, Nanga reviendra. Et d'ailleurs, moi, ça m'a encore dessus lorsque je vis... Vous partagez le point de vue de votre voisin je partage de droite qui dit que jusque-là, on n'a jamais été dans une véritable guerre avec le Rwanda, avec Kagame. Je suis d'avis. Parce que nous ne faisons que nous défendre. Nous ne faisons que récupérer. La guerre aurait supposé que nous faisons une lutte qui tend éventuellement à défendre pendant que vous savez que la meilleure façon de protéger les Congolais, c'est de ne pas se défendre, mais d'attaquer. En fait, cette affaire de guerre ou de lutte, comme vous voulez, comme vous dites bien d'attaquer là, c'est un peu complexe, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. Vous êtes d'avis avec moi que c'est une évidence, que c'est le Rwanda qui nous attaque. Et d'ailleurs, le discours a même changé du point de vue de certains pays occidentaux, entre autres la Grande-Bretagne, qui parle du M23 et les RDF. Mais curieusement, lorsque vous revenez en Afrique, vous avez les commissaires, excusez-moi, le président de la commission africaine qui vous dit que c'est une affaire qui concerne les Congolais. Alors, si ces personnes-là maintiennent toujours leur position et que vous allez directement attaquer le Rwanda, mais ce sont les sanctions qui vont tomber contre la République démocratique du Congo. Parce qu'ils n'attendent que ça. Ils vous diront... ce sont des embargos, comme nous sommes dans une économie fragile, c'est-à-dire que la population ne comprendra pas que les actes qui ont été posés, ou soit faire la guerre au Rwanda, auraient été bénéfiques et qu'ils devaient maintenir cette position-là pour faire en sorte que le jeu ne puisse pas continuer. Et donc, je pense bien qu'il faut y aller, faire la guerre à un moment donné, mais il faut y aller de manière stratégique pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda. Merci bien. Quelle SADC EAC d'organisations convergentes ou divergentes sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Maître Bisselo, on finit avec vous. Je vous donne, je dirais, 7 minutes. 7 minutes chacun pour clore carrément cette émission. Dites-nous, 2 options envisageables
dans deux options envisageables, deux organisations convergentes ou divergentes sur cette question de l'Est de la RDC? Tout d'abord, moi, puisque ça rejoint fort heureusement ce qu'avait pensé Mike à haute voix, vous savez, que ce soit l'UAC, que ce soit l'organisation régionale ici, SADC, ce qui nous a menés dans cette situation de guerre, ce sont des décisions de ceux qui sont en exercice du pouvoir. Ce sont des décisions politiques qui nous ont amenés dans cette situation. C'est pas tombé du ciel. C'est pas ce que dit Mike. C'est pour cela que je dis, je retorque. Que vous montiez, vous descendez, ce sont des mauvaises décisions qui nous ont amenés dans cette situation. Notamment l'adhésion à l'EAC. Adhérer à l'EAC. Notamment, parmi les mauvaises décisions, puisque si nous voulons refaire les passés comme mon confrère en face, c'est son exercice préféré, de revenir dans les passés, juger et ne pas avoir des propositions sur l'avenir, nous disons une chose, depuis que nous avons commencé à dire au chef de l'État que par rapport à l'expérience passée, ne faites pas confiance à ce personnage. Par rapport à ce que les Congolais ont vécu, n'ouvrez pas les portes de la République démocratique du Congo et surtout pas du stade de martyrs où ont été pendus les Congolais pour la liberté et l'indépendance. N'ouvrez pas à ce sanguinaire de Kagame. Ce sont des décisions chalonnées. C'est les mauvaises décisions qui ont mené à une conséquence où Paul Kagame peut dire effectivement la République démocratique du Congo n'a pas un président légitime. Il commence à s'envoyer des balles avec des mots tout à fait indignes de la hauteur de la fonction de présidence de la République. C'est-à-dire que des mauvaises décisions politiques ont des conséquences sur l'ensemble des Congolais. Et là, ça n'est pas l'aspect historique. Si M23 était là en 2012, novembre 2012, ils ont pris Goma. Le M23 a été vaincu par les armes. M23 a été vaincu par les armes en 2013. C'est pas moi qui dis Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son discours, de son point de presse devant le drapeau de la République démocratique du Congo, l'unité africaine. Il y a eu la FDL, il y a eu le CNDP, il y a eu le RCD. Nous allons remonter jusqu'à quand? Tout ça, c'est le passé. Non, oui, mais c'est... Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Non. Je vais dire qu'aujourd'hui, on est là avec Nanga. Moi, je ne parle pas de RCD, parce que sinon, ça serait... mon confrère qui est en face doit le savoir. Si on commence à accuser les gens d'avoir appartenu à RCD, donc ce sont des Rwandais, même au sein de l'armée, il y a actuellement des gens qui sont gradés, mais que vous n'avez pas accordé la confiance. Vous êtes en train d'attiser la méfiance. Évitons avec ces langages qui ont des conséquences, mais que vous prenez avec une certaine légèreté. Soit on est Congolais, soit on ne l'est pas. On a tous nos intérêts. Effectivement, nous ne sommes pas au rendez-vous patriotique, comme nous le voudrions tous, mais c'est parce que aussi l'expérience passée nous a montré qu'à force de donner, on ne reçoit pas forcément ce qu'on mérite. Il n'y a pas de lien entre les attaques armées qui ont eu lieu avant l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, notamment tout ce que j'ai cité, l'AFD jusqu'au RCD. Il n'y a pas de lien entre cela et ce qu'on vit aujourd'hui. Non seulement il y a des liens, mais attendez. Oui. D'abord, il y a eu ces événements qui ont lieu. L'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi. Le principe aurait voulu qu'il tire les conséquences de ces événements-là. Tous ses amis qui sont arrivés au pouvoir, ils auraient dû en tirer les conséquences et ne pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ça les conséquences. Ils ont fait comme si ça n'avait pas existé. Ils ont pensé que ce sont des génies, ils vont venir changer les ambitions de l'EAC, les ambitions des Tutsis au Congo. Notamment de Paul Kagame. Ils ont dit, voilà, on va travailler, on va vous donner on va créer des raffineries, on va vous donner de l'or, oubliez tout le reste. Mais ça, c'est la médiocrité intellectuelle et même politique, de sous-estimer cela. Au lieu de poser des jalons verts, effectivement, quand je dis créer une harmonie, créer une adhésion populaire, créer une armée, en conséquence, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 7 ans? C'est là qu'on demande à rendre compte, parce que l'événement, ce n'est pas d'hier. 7 ans d'exercice du pouvoir, vous venez de pleurer aujourd'hui, de dire aux autres, non, vous devriez nous rejoindre sans condition. Mais la guerre, ce n'est rien d'autre qu'un autre moyen de faire de la politique. Ok. Oui, c'est ça qu'on vous apprend en sciences politiques. La guerre, c'est un moyen de faire de la politique. Mais tant quel type de guerre? Quand on voit des guerres des intérêts, des guerres des minerais, les guerres des... Qu'est-ce que vous et moi, on a à voir avec les minerais? Mais effectivement, nous, quand nous sommes pris d'un élan patriotique, nous disons effectivement, il faut sauver l'intégrité territoriale. Diana dit que depuis que cette partie Est est en proie à l'insécurité, on n'a jamais vraiment, la RDC n'a jamais été vraiment dans une posture d'attaque ou de déclenchement. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Toujours été sous la position. Malgré nos faiblesses, j'aurais aimé le dernier sortie médiatique du chef d'État. Et c'est ça que je prie. J'ai prié de base. Ils disent nous déclarons effectivement une guerre ouverte. Malgré nos faiblesses. Mais je sais que chaque Congolais, comme avec l'UNICEF, la guerre va être longue et populaire. Aussi populaire que nous soyons, engageons-nous vers cette guerre frontale et en découlera ce qu'il en découlera. Même les Occidentaux auraient fait un pas en arrière. Même les Occidentaux auraient fait un pas en arrière. Parce que ce que la population congolaise est prête à faire est insoupçonnable. Ce qu'aujourd'hui les jeunes de Kivu sont en train de faire, ils sont en train de donner de leur vie. Alors dans ce cas-là, c'est que nous aurions attendu du chef d'État de dire que ça n'est assez de ces morts. Allons-y, franchement, puisque tout le monde sait. Le Rwanda est en train d'envoyer ses militaires. Les forces spéciales sont arrivées. 4000 Rwandais étaient déjà là sur le territoire national. C'est documenté, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Alors, assumez votre rôle de gardien de l'intégrité territoriale. Vous avez dit sur le rapprochement entre le président Tshisekedi et Paul Kagame. Voilà, il n'y a pas ça, il y a autre chose. Quand ça concerne la sécurité nationale, oui. On dit que l'orientation des services de renseignement, ce n'est pas venir faire des inquisitions auprès des opposants politiques dans les plateaux de télévision, mais c'est de veiller effectivement à l'intégrité territoriale, veiller à ce qu'il y ait la sécurité partout, à veiller à ce qu'il y ait débusquer ceux qui sont en train de réellement s'attaquer à la nation et surtout aux intérêts de la nation. C'est ça le véritable rôle des services de renseignement. Les ennemis ne sont pas ceux qui vous contestent. Les ennemis ne sont pas ceux qui violent les lois, les dispositions pénales ou bien civiles. Non, cela, il y a la justice qui s'en occupe, et la justice, elle est censée fonctionner dans ce pays. En cela, il faut reconnaître une certaine réalité. Eux ne veulent pas prendre leurs responsabilités, mais ils nous disent que nous devons porter la charge, le fardeau, pour le sentiment. Pour le sentiment, pourquoi patriotique? Ah ouais? Mais il y avait guerre hier quand Kabila était au pouvoir. Il était où votre sentiment patriotique? Puisque vous mettre le confrère en place... Kabila n'a jamais été soutenu par l'IDP, c'est ça ce que vous voulez dire, dans cette guerre. Quand on veut parler de l'élan patriotique, à un moment, le patriotisme exige de nous sans condition qu'on s'y engage. Et non pas de dire quand l'autre partira du pouvoir. Et nous, c'est ça que nous disons. Nous n'avons pas de préalable. Moi, je ne parle pas notre position dans son entièreté. Moi, je dis qu'il n'y a pas de préalable, qu'il y a un changement de pouvoir. Le préalable, d'abord, que ce pouvoir-là s'engage sur un chemin de sincérité et de respect des institutions de la République. De respect des institutions de la République. Parce que les institutions, ce n'est pas juste mes amis qui sont au pouvoir, mais c'est quelque chose qui nous s'impose à tous. Et dans ce cas-là, la Constitution s'impose un peu. Donner quelques gages dans ce sens-là, je ne crois pas que ça tuerait, non, ça renforcerait effectivement l'unité nationale. Merci bien, Maître Éric Bisselo. Je donne la parole à M. Mike Gardiana, ou je devrais cette fois-ci faire l'inverse. Je donne un peu un pinda et puis je termine par... Pourquoi vous voulez faire l'inverse? De toutes les façons, c'est vous le boss. Non, je préfère terminer avec vous parce que vous n'êtes pas politique. De toutes les façons, c'est vous le boss ici. Merci beaucoup. La dictature du boss. Voilà. Je préfère terminer avec vous parce que vous n'êtes pas politique. Vous êtes plutôt... analyste. Alors, Maître Pinda, je vous donne la parole. Déjà, il y a un problème. Lequel? On vous parle, on vous traite des dictateurs, on oublie que c'est lui qui a la police des débats. C'est ça la démocratie ici, dans ce cadre ici. Et donc, vous comprenez que il est dans un labyrinthe. Ne soyez pas dans un péjoratif. C'est-à-dire qu'il prend même un mot qui n'a rien à voir avec les discussions, il veut en faire une logique, il veut en donner une définition, il veut en faire une interprétation des pensées. Le mot dictateur n'est pas forcément de manière péjorative. Il peut y avoir un sens positif. Moi, je suis un dictateur chez moi, dans mon foyer, parce que je suis le père de famille. J'ai un devoir de protection. Et ma dictature, c'est imposer mes paroles. Merci bien. On ne peut plus avoir une espèce de boutade ici. Monsieur Mpinda veut me donner une leçon. Gardez vos leçons. Donnez votre analyse, s'il vous plaît. Et donc, je disais qu'il est dans un labyrinthe de confusion terrible. Parce qu'on ne sait plus le situer. Est-ce qu'il parle du patriotisme ou il parle de ne pas faire un appel à la solidarité contre le Rwanda sans un intérêt quelconque? Est-ce qu'il parle de mine, de faire la guerre pour le minerai, ou il parle de faire la guerre pour la paix, ou l'intégrité de la République? C'est-à-dire que nous sommes dans une confusion où, moi personnellement, comme il est doux, il ne saura peut-être pas les dire, mais on sait lire sur son visage qu'on ne sait pas en face de qui on a. Il vient, il dit ceci. Avocat, ce n'est pas la peine de poursuivre pénalement ou civilement parce que la justice doit le faire. C'est encore une autre confusion. Il dit les services de renseignement
renseignements. Ce sont ses propos, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure que le suivre, c'est se fondre dans cette obscurité, comment dire, de la perdition, ok? Mais je voudrais relever certains éléments qui démontrent à suffisance. En face de nous, nous ne savons pas qu'est-ce que l'on revendique réellement. Est-ce que la question de la gouvernance, c'est avoir reçu le Rwanda ici en République démocratique du Congo, au stade des martyrs, parce que c'est insulter, selon mon entendement de ce qu'il disait, c'est insulter les morts qui ont été sacrifiés sur la place de Pongabi. Ou alors, carrément, aller à EAC, c'est la cause, l'une des causes qui aurait amené la République démocratique du Congo à faire la guerre. Et ça, c'est ignorer l'histoire de ce pays. Ça, c'est méconnaître de manière honteuse et ridicule que la guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Vouloir rendre Tshisekedi, même lorsqu'on vous dit, même lorsque Tshisekedi dit que le M23 avait été défait, mais ce n'est pas vrai. Parce que il n'y a pas eu même de combat militaire. Il y a eu, en fait, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu une pression de la communauté internationale et à l'issue duquel, rappelez-vous, et aujourd'hui les images reviennent, les vidéos reviennent, où Joseph Kabila est allé signer avec Kagame et Museveni. Donc vous contredisez le chef de l'État? Ouais. Pourquoi je ne peux pas contredire le chef de l'État? Non, il dit c'est un menteur. Non, non, dis-moi. Pourquoi je ne peux pas contredire le chef de l'État? Bah lui, ça, il peut rien lui arriver, c'est pas comme l'opposition. Nous, sous nos éditions, bien sûr. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Les citoyens les mieux informés. Pardon? Les premiers citoyens. Mais nous disons, le premier oui, d'entre nous. Exact. Les mieux informés. Exactement. Le super informé. Voilà. Mais le super informé peut être mal informé. Lorsque nous disons que nous sommes infiltrés, excusez-moi s'il vous plaît. Oh là là. Est-ce que je peux évoluer? Allez-y. Lorsque nous disons, lorsque Joseph Kabila, en 2019, signe un accord avec les services de renseignement rwandais, pour dire que les services de renseignement peuvent évoluer, les services de renseignement rwandais peuvent évoluer sur le sol de la République démocratique du Congo comme ils étaient chez eux. Vous voulez limiter l'infiltration juste au niveau de l'armée ou c'est à tous les niveaux? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que les services de renseignement ont apporté une fausse information au président de la République pour que leurs amis de l'opposition puissent aujourd'hui, en fait, j'ai dit hybride, je ne sais plus dire, opposition, indépendant, bon, les amis qui sont de l'autre côté, ok, puissent aujourd'hui venir dire le discours que votre chef avait dit. Parce que j'ai dit que le président de la République est super informé, mais il peut être mal informé, comme dans le cas présent. Ce qu'il y a eu, c'est quoi? C'est un retrait, un repli, suite aux pressions qu'il y a eu, suite à l'accord que Kagame, Museveni ont signé avec Joseph Kabila. C'est aujourd'hui la même démarche. Pourquoi Nanga qui vous a dit hier que je vais atteindre Kinshasa se contente de Goma et ouvre la porte au dialogue pour que l'on puisse jouer la même carte que celle de la dernière fois, c'est-à-dire celle de 2013. Et donc, les choses sont tellement claires qu'on ne peut pas prétexter que le dialogue aurait résolu, le dialogue tel que prétendu à l'initiative de l'Église catholique aurait résolu le problème. Parce qu'arrivé en 2000... Dernière question que j'aimerais poser. Il vous accuse de manque de soutien, de cohésion à l'époque de Kabila quand il faisait face avec le Rwanda à l'époque, en 2013-2012. L'UDPS n'a jamais soutenu Kinshasa à l'époque. Est-ce que c'est vrai d'abord? Aujourd'hui, lorsque la population est sortie dans la rue, la population a tenu un discours de soutien au président de la République. En 2013, lorsque la population, pendant l'occupation de Goma, lorsque la population était sortie dans la rue, ce n'était pas un soutien à Joseph Kabila. C'était un soutien aux efforts de FARDC pour récupérer les territoires. Mais lorsque... Je veux relever l'élément de la différence. L'élément de la différence. Aujourd'hui, tout ce que nous déplorons, parce que nous avons anticipé, tout ce que nous déplorons comme instabilité à l'est de la République a pour source ou a pour complice ou acteur principal dans cette démarche-là, c'est Joseph Kabila. Ah, c'était lui-même le chef de l'État
Et en même temps, qui combat son propre gouvernement. Je vous pose la question, j'ai relevé un élément important ici. Il était chef de l'État. Et à la base aussi des rébellions. Exactement. De connivence avec le Rwanda. Exactement. Vous voulez un élément? Oui, voilà. Comment vous pouvez expliquer que l'on accepte dans un État souverain qu'un chef ou un commandant d'une région militaire puisse, avant d'être nommé, puisse recevoir préalablement le quitus d'un pays étranger, en l'occurrence le Rwanda? Ne pouvait être gouverneur. Est-ce qu'il y a des documents qui... Oui, les documents existent. L'accord qui a été signé entre le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils en parlent sans cesse, mais on ne les voit jamais. S'il vous plaît, laissez-le finir. On aimerait bien les voir. L'accord qui a été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 l'atteste. Et vous allez vous rendre compte que... Le 2009 Il y a l'accord de 2009 qui autorisait, à l'armée rwandaise et au service de renseignement rwandais de venir œuvrer en République démocratique du Congo sans avoir à rendre de compte à ces pays. De 2009. De 2009. 2013, c'est un accord qui a permis au Rwanda de pouvoir exercer, avoir de pouvoir politique. Merci bien. Parce que lorsqu'on voudrait que cette portion de la République puisse d'abord être un État, plutôt une partie sinistrée, c'est déjà un problème. Et deuxièmement, ne pouvait... Bon, allez-y, puisque... Concluez. Oui, je concluais pour dire que lorsqu'on autorise, lorsqu'on veut, pour nommer à l'est de la République, il faut avoir la bénédiction de Kagame, allez-y comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles il faut déplorer quant à la complicité de Joseph Kabila. Merci bien, maître Richard Mpinda. Alors, monsieur Mike Gardidian, à votre avis, le M23 d'hier et d'aujourd'hui, même revendication, même parrain, même objectif? En fait, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de choses changer, logiquement. Je ne vois rien de changer. Même les fameuses exigences qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux, les gens ne savent peut-être pas, mais ce sont des exigences qui datent de depuis. Je vous donne un exemple patent du complot parce que les gens ne comprennent pas. Le Rwanda signe avec l'Union européenne un accord sur les matières stratégiques et critiques en février 2023. En mai, Roubaïa tombe entre les mains du M23. Et Roubaïa a produit quoi? Le Congolais ne comprennent pas. Roubaïa, c'est le 50% de réserve du coltan. Réserve mondiale, il faut... Mondial, je suis au niveau mondial. Et pire encore, en mai, lors d'une conférence, le représentant de l'Union européenne reconnaît quand même qu'il y aurait eu des éléments spécifiques qu'il fallait tenir compte dans la signature de cet accord. Et c'est justement cet accord que la plupart des députés de l'Union européenne exigent à ce qu'on arrête. Mais les Congolais aussi. Et surtout la question de la traçabilité de matières premières. De matières premières. Le Rwanda est aujourd'hui dans le top 3. Aujourd'hui, premier producteur du coltan, ce qui n'existait pas sur son sol. En fait, je ne vois pas, vous savez, si on veut faire de l'auto-sabotage, comme on le fait maintenant, on peut trouver des alibis en interne. Et de l'autre côté, stratégiquement, le Rwanda qui est dans la profondeur stratégique, maîtrise un peu la mentalité. Diana, arrête d'être doux. Non, non, aucun Il suit auto-sabotage. Non, il faut le pointer du doigt. Non, il ne faut pas le dire de manière masquée. Non, moi je ne rentre pas dans ces guéguerres-là. Je crois que je vais garder ma posture. En fait, l'auto-sabotage, c'est revenir sur des éléments qui peuvent être vrais, sur des divergences politiques, pour en faire des éléments justificatifs du contexte. Donc le Rwanda pourrait s'en servir. Non, pas donc. Qui s'en sert régulièrement? Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Mike. Régulièrement. En fait, vous savez ce que moi je trouve léger? Ce que moi je trouve léger, c'est venir, on arrive sur un plateau, on part de l'État dont la survie est menacée. On dit, bon, écoute, à votre tour, vous n'avez pas soutenu Kabila. Ouais. Bon, prenons par l'absurde. L'UDPS n'a pas soutenu Kabila. L'UDPS n'a pas fait tapage. L'UDPS n'a pas rejoint le mouvement militaire. Et pourquoi Kabila aujourd'hui rejoint? Parce qu'on ne l'a pas soutenu. Non, parce qu'on veut faire le parallélisme. On va rentrer dans un débat. On va rentrer dans un débat politique. Ils n'ont pas de leçon de vie sur les sur des questions sécuritaires. Oui, mais ils n'ont pas de leçon de vie sur les Et c'est ça des autosabotages. Et l'opportunité de ces questions-là, il n'y en a pas. Regardez,
ce qu'il faut dire aux Congolais. Le Rwanda veut nous faire croire. En fait, la stratégie qu'on nous montre aujourd'hui, moi je pense que aussi, ce n'est qu'une partie. Le Rwanda, qui n'a que 2 communautés en interne, n'est pas 3 avec les Tois. Bon, les Tois, les originaires qui sont devenus très minoritaires, presque marginalisés. En fait, n'arrivent pas à se supporter mutuellement, veulent trouver de l'espace pour dire, non, le Kolabisoto Oyo Kanate, il faut leur trouver un espace, et l'espace là, c'est le Congo. Mais Permet, Dan. Oui, On parle, laissons le Congolais un peu comprendre pour ne pas leur mettre dans les considérations politiques très amènes et parfois ad hominem. Donc on est ici aujourd'hui, les gens pensent que c'est légitime de pouvoir ponctionner chez nous pour satisfaire un conflit communautaire qui vient d'ailleurs. Et pendant ce temps, nous on est dans, comme d'habitude, les ferrés, Fanny Poupa, en fait. On est dans la logique d'État. Yo, opposition, Tango Naozaki. Écoutez. Déclarer la guerre. Écoutez. Le mal reste Déclarer mal. la guerre. Peu importe. Dis-leur de déclarer la guerre. Pourquoi ils ne le font pas? Maintenant, la logique, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez cette forme d'intelligence qu'on veut mettre sur les orientations, surtout sur les considérations politiques, le protagonisme politique dans une question sécuritaire. C'est ce qui me prouve et me rassure que c'est retrouvé autour d'un dialogue maintenant. C'est les genres de débats qu'on aura au lieu de parler sur la question comment résoudre le problème de l'Est. On reviendra sur des questions du genre, bon en fait, c'est quoi la responsabilité? Non, tu as joué ceci, la gouvernance tu gères mal. La responsabilité du président Kabila, vous la placez à quel niveau? Dans ce conflit, dans ce que nous avons vécu depuis tout ce temps, où placez-vous sa responsabilité? Si vous voulez placer la responsabilité de Kabila, posez-moi aussi la question où est la responsabilité de Katumbi, de Matata. Non, mais je parle des chefs d'État. En tant qu'ancien chef d'État, sa responsabilité, c'est d'avoir... Je vous raconte l'anecdote. Ça, c'est pas... C'est un de professeurs, malheureusement, j'étais son nom qui l'a dit. Le jour où Raymond Tshibanda signe les accords avec le M23, parmi la médiation, Obasanjo a sursauté de sa chaise pour dire « Vous êtes prêts à signer de telles histoires ?» Bien, merci beaucoup. Et malheureusement, c'est comme je vous ai dit, les décors historiques que je vous ai posés ici, notamment sur les différents accords et les orientations de l'Occident sur le problème en interne, vous prouvent à suffisance qu'on est en face de gens qui veulent s'accaparer des espaces de la RDC. Cette guerre n'est pas une guerre de Tshisekedi. Si vous pensez que Tshisekedi commet des erreurs de gouvernance, les élections vont arriver. Qu'il commette une faute jusque-là, légalement et légitimement, au-delà de quelques griefs qu'on peut lui reprocher sur le plan de gouvernance, constitutionnellement, il n'a rien violé, il ne dérange personne. Attendez qu'il dépasse ses 2 mandats, et puis vous allez arriver pour dire, non écoutez, il est dans l'abus, il est au-delà. Maintenant là, on est dans la question de la République. Les questions de gouvernance, on a autant de choses à reprocher. Mais ramasser des faits anodins, pour en faire des éléments justificatifs du contexte de la guerre de l'Est, c'est de l'auto-sabotage. Justifier l'agression de... Vous voulez justifier l'agression par les dynamiques de Nanga. Nanga peut même aujourd'hui accepter de se retrouver d'une table. Le jour d'après, il arrive là-bas, sans les limites, sans le livre à la CPI, et puis la dynamique continue. Il n'est pas le premier, et faisons en sorte qu'il en soit le dernier. Et pour ça, je ne vois pas pourquoi on va continuer avec l'autosabotage, pourquoi on va continuer à s'indexer. L'opposition dans l'autosabotage. Non, pas seulement l'opposition. Il y a des opposants qui comprennent. Il y a ceux qui comprennent, il y a certains qui ne comprennent pas. Merci bien. Qui refusent de comprendre. Il n'y a pas que l'opposition. Il y a même des intelligences congolaises, de journalistes qui sont dans l'autosabotage. Et malheureusement, on s'est tué nous-mêmes. Merci bien, M. Magardi Diana. Merci beaucoup, Maître Bisselo. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Merci à vous. Merci aussi à vous tous qui nous suivez à travers le monde. J'espère que vous n'allez pas beaucoup nous attaquer dans les commentaires. Hein. Non, attaquer mes invités. Et soutenez-nous plutôt. Non, on attaque les intervenants, pas toi. Soutenez-nous plutôt dans les critiques constructives. Ça nous aidera justement à améliorer cette production. Portez-vous bien et au revoir.